Bonjour à tous et bienvenue sur LCP, la chaîne parlementaire mobilisée, vous le savez, pendant 2 semaines pour vous faire vivre en direct et en intégralité le débat sur la fin de vie et l'accompagnement des malades avec cet après-midi, avec moi depuis la salle des 4 colonnes à l'Assemblée, Clément Perrault pour tout le décryptage et Marco Pommier pour les réactions des députés. Bonjour à vous deux. Cet après-midi, on va s'arrêter sur les maisons d'accompagnement créées par le projet de loi. C'est nouveau, c'est à l'article 2, discuté en séance. Alors de quoi s'agit-il précisément? Quels soins y seront prodigués? Avec quel personnel? Quels moyens financiers? Est-ce que l'aide à mourir y sera pratiquée? Déjà, pour ceux qui nous suivent depuis ce matin, dans l'hémicycle, des voix nombreuses se sont élevées à droite et au sein du Rassemblement national pour dénoncer des futures maisons de la mort. Fin de citation. Bonsoir Nicolas Turquois. Bonjour, pardonnez-moi. Et merci d'être là. Vous êtes député MoDem de la Vienne. Vous êtes favorable à ce projet de loi sur la fin de vie. Bonjour Patrick Hetzel. Bienvenue. Vous êtes député Les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes opposé à l'évolution de la loi Claes-Leonetti sur l'aide à mourir. Bonjour Roxane Guichard. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes journaliste et vous êtes la fille de l'écrivaine Anne Bert, décédée en Belgique en 2017 après une euthanasie. Votre mère avait la maladie de Charcot et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Accompagner, justement. Ce mot, il est central dans ce débat. Bonjour, docteur Jean-Marc Lapiana, et merci d'être avec nous. Vous dirigez la maison de Gardanne, près de Marseille, une maison de soins palliatifs et d'accompagnement des malades en fin de vie. C'est un modèle pour beaucoup. Elle a été créée dans les années 90. On va en parler avec vous dans un tout petit instant. Mais d'abord, justement, pour se figurer les choses, reportage tourné chez vous, auprès des soignants et des patients. Dario Borgogno. Qu'est-ce que tu penses, toi, Chouchou? C'est excellent. Ça a été excellent. Toi aussi, t'es excellente. Une maison pour ceux dont le temps est compté. Le concept, les accueillir et les faire cohabiter avec le personnel soignant jusqu'à la fin. On essaye vraiment d'être dans quelque chose qui ne ressemble pas à l'hôpital, justement, parce que c'est ça que je pense qui est difficile pour les patients, et c'est ça qui leur apporte beaucoup, c'est qu'on a l'impression d'être un peu comme à la maison, quoi. C'est un peu en entre-deux entre l'hôpital et la maison, parce qu'on est quand même médicalisé sur plein de... Enfin, on reste quand même un établissement de santé où on fait beaucoup de choses médicalisées, mais on essaye de le cacher au maximum. Parmi ces 500 résidents, Soisic Carbonel y est présente depuis 15 ans. Si j'avais pas eu la maison, je ne serais pas en ce moment en train de peindre et de passer un bon moment. Ça m'a fait grandir dans ma tête et à assurer ma maladie aussi. Ça m'a donné la pêche. J'ai l'impression, avec les activités qu'on fait, que j'ai 10 ans de moins. Créée il y a 30 ans pour les malades du sida, la maison de Gardanne s'est ouverte au fur et à mesure aux personnes atteintes de maladies incurables. Il y a des gens qui peuvent venir ici pour un temps de repos parce qu'à domicile c'est devenu compliqué, les équipes s'épuisent, les familles, l'entourage s'épuise. Donc les personnes peuvent venir passer 3 semaines ici pour faire un break, on va dire, et ça permet aussi de réfléchir à l'évolution de la maladie et de préparer la suite avec eux. Sur les 500 personnes que nous accueillons par année, à peu près, on a 350 décès en moyenne par an. De telles structures en France sont rares. Une seule demande sur 3 pour cette maison est acceptée en moyenne chaque année. Alors, docteur Jean-Marc Lapiana, pour poursuivre ce sujet, puisque vous avez déjà témoigné dans ce petit reportage, racontez-nous en quelques mots comment il est né ce projet de la maison de Gardanne et comment un médecin comme vous décide de consacrer sa vie aux patients en fin de vie. Alors tout d'abord, c'était l'époque du sida et vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y avait une discrimination, une stigmatisation de la maladie et les personnes en fin de vie avaient une difficulté d'être pris en charge parce qu'il y avait la peur de la contamination. J'étais médecin généraliste, je me suis occupé de beaucoup de patients atteints de sida et l'idée était pour nous de créer un lieu de vie qui s'appelle la maison, pour laquelle toutes les personnes, quel que soit leur statut social, puissent être accompagnées dans les temps qui restent, d'autant plus qu'on avait des personnes qui avaient plusieurs pathologies qui se cumulaient. Et puis au fur et à mesure des ans, nous avons accueilli tous les patients et aujourd'hui notre structure est beaucoup plus grande que ce qu'il n'était le cas il y a 30 ans.
Un tel projet, pour bien comprendre, n'est possible qu'avec l'appui des élus locaux, avec des moyens qu'il faut trouver, qu'il faut dégager, avec peut-être même des locaux dans les communes à trouver. Ça a été le cas pour vous? Ça a été un plus? Alors, ça a été compliqué parce que c'était les périodes du sida et que ça faisait peur à tout le monde, mais autrement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Les collectivités locales vont s'engager surtout pour l'investissement et trouver un lieu. Donc, nous, c'est la mairie qui a mis à disposition un terrain en bail amphithéotique. C'est une société d'HLM qui a construit pour nous et nous sommes locataires. Après, nous sommes financés par l'État. Donc, les 2 établissements que nous avons sont portés par une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et l'État finance les séjours comme dans n'importe quel hôpital. Mais nous sommes une association à but non lucratif et participant au service public hospitalier. Et ce qui frappe dans le reportage, c'est évidemment que l'accompagnement, on l'a vu, il dépasse largement les soins médicaux, les soins palliatifs, avec toutes ces pathologies dont il faut réduire les douleurs. C'est l'humain qui est au centre. Est-ce que vous vous félicitez déjà sur le principe de la création des maisons d'accompagnement dans cette loi qui a cette approche bien plus globale que médicale ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un chaînon qui manque dans la prise en soin des malades, dans leur parcours de soins. Et ce chaînon est très, très important. Par contre, aujourd'hui, et vous le voyez bien dans tous les débats qui existent, cette confusion qui peut exister entre le soin palliatif et l'accompagnement. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion entre les maisons d'accompagnement, qui sont des lieux de vie, et qui sont tout à fait légitimes et nécessaires, et les maisons de soins palliatifs, qui, elles, vont nécessiter une expertise, un personnel plus important parce qu'elles vont s'adresser à des personnes qui ont des pathologies beaucoup plus lourdes et qui nécessitent des soins beaucoup plus importants. Donc, il me semble que le calibrage, pour le dire comme ça, des maisons d'accompagnement, il faut que ce soit précisé. Pour moi, ce n'est pas suffisamment clair. Et cette confusion entre accompagnement et soins palliatifs reste quand même quelque chose qui peut apporter des difficultés. Alors, il y a eu des maisons qui ont été créées comme ça, qui n'ont pas survécu il y a quelques années. Et j'ai été un des experts qui les a analysées. Et ce qui a fait que ces maisons ont périclité, c'est les mauvaises modalités de financement de ces lieux et pas du tout le fait qu'elles n'étaient pas pertinentes. Alors, on va en parler. Je vais donner la parole à mes invités. Une toute petite dernière question, puis je reviendrai vers vous après. Simplement pour savoir, à la maison de Gardanne, j'imagine qu'en fin de vie, vous êtes face à des demandes de mort de la part de vos patients. Comment vous y répondez? Est-ce que vous avez déjà pratiqué la sédation profonde et continue de la loi Claes-Leonetti? Mais bien sûr, nous avons 2 manières d'accompagner ces situations-là. D'abord, au fil de l'eau, on peut être amené à faire des soins pour calmer des symptômes réfractaires et au fil de l'eau, ça va accélérer les choses. C'est ce qu'on appelle le double effet et on l'assume complètement. Et on est aussi à même de pratiquer la sédation profonde et continue. Et devant ces situations difficiles, la loi Claes-Leonetti répond à la très grande majorité de nos situations. Très clair. On revient vers vous dans un instant, docteur Lapiana. Nicolas Turquois, ces maisons d'accompagnement, ce sont des nouvelles structures médico-sociales. On est à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile. Ce sont des personnes en fin de vie, maladies incurables, graves. Elles ne peuvent plus être isolées, mais elles n'ont pas forcément besoin d'être accompagnées d'un point de vue hospitalier. C'est un progrès que de les créer, ça c'est une évidence pour vous? C'est clairement un point qui a été soulevé par les services de soins palliatifs, parce qu'on associe souvent soins palliatifs au tout dernier jour, aux toutes dernières semaines. Il y a parfois des personnes qui passent par les soins palliatifs, mais dont l'état est stabilisé. Pour autant, ils sont en fin de vie. Alors la fin de vie est pas pour autant immédiate, mais ils sont en fin de vie. Et donc, ces personnes, dans les services de soins palliatifs, qui sont plutôt là pour gérer un côté paroxystique, un côté crise, ne sont pas les plus à même si, bien sûr, on s'en occupe au mieux dans les soins palliatifs. Il vaudrait mieux des structures intermédiaires qui ont un accompagnement médical quand même renforcé par rapport à des structures médico-sociales, un accompagnement médical renforcé, mais qui permettent, à l'exemple, et votre reportage, il est très enrichissant, qui permettent aussi de proposer autre chose, de redonner de la qualité à la vie de ces personnes qui en sont en fin de vie. Et ça s'adresse aussi à un certain nombre de publics dont le domicile ne permet pas, ou
ou dont l'entourage parfois ne veut pas ou ne peut plus s'en occuper à la maison parce que ça peut être trop lourd ou que il n'y a pas cet accompagnement possible. Donc ça répond à une demande des services de soins palliatifs. Roxane Guichard, racontez-nous un peu votre histoire. Avant que votre mère, atteinte de la maladie de Charcot, ne décide d'aller en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie, vous l'avez d'ailleurs accompagnée jusqu'au bout. Est-ce qu'elle a pu bénéficier d'un tel accompagnement en France ? Elle n'en a pas bénéficié. Après, est-ce qu'elle aurait pu peut-être, en fait, elle n'était pas dans cette démarche-là exactement. Après, elle était quand même allée voir autour de là où on vivait, vers Saintes, en Charente-Maritime. Il y a un centre de soins palliatifs. Elle est allée rencontrer la directrice, parce qu'en plus, comme son histoire était déjà un peu médiatisée, la directrice avait pris le temps, etc., de la convaincre qu'on pouvait l'aider autrement que par l'euthanasie. Et ma mère avait trouvé que l'endroit était formidable, que ça avait vraiment l'air très bien. Elle remettait absolument pas ça en cause, mais elle trouvait que ça ne correspondait pas à sa situation personnelle. Sa situation personnelle, il faut le rappeler, Charcot, la maladie SLA, c'est une maladie neurodégénérative qui aboutit à la paralysie totale. Voilà, en gros, de l'ensemble des membres. Elle ne voulait pas apparaître en perte d'autonomie totale. C'est ça. En gros, petit à petit, on perd l'usage de ses membres, plus de la parole, puis on ne peut plus s'alimenter. Et si on va jusqu'au bout, on finira étouffé. Et il y a des gens qui vont jusqu'au bout, évidemment. La majorité des gens va jusqu'au bout. Ouais, il y a 2 jours, dans l'hémicycle, les députés ont consacré un droit à l'accompagnement des proches. Ça m'intéresse de vous entendre, parce que les proches, il y a pendant et puis il y a après. Écoutez, Jérôme Guedj, qui revenait sur ce droit, et je vous donne la parole juste après. Pour la première fois, nous avons inscrit dans la loi ce qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le principe de l'accompagnement au deuil. Puisque nous avons jusque-là parlé des soins d'accompagnement à destination de la personne malade, et nous les avons élargis en considérant que c'était au-delà du décès de cette personne, des soins d'accompagnement qui allaient donc pouvoir se poursuivre à destination des proches de la personne. Roxane Guichard, comment vous réagissez ? Est-ce que vous-même, vous avez été accompagnée ? Alors, je me suis auto-aidée, je suis allée voir un psy, etc. Et effectivement, écoutez, c'est formidable que viennent s'ajouter des aides et évidemment, on ne peut que se féliciter de tout ça. Et effectivement, c'est très important parce que, par exemple, mon père qui a accompagné ma mère, qui n'a pas été très médiatisé, on ne l'a pas beaucoup vu, s'est clairement laissé mourir de chagrin parce qu'on a été très sollicité, il y a eu beaucoup de bruit, puis d'un seul coup, tout s'éteint. Il s'est laissé mourir de chagrin. Il s'est laissé mourir de chagrin. Il est mort de quelque chose, mais il n'a pas vraiment lutté parce que... au-delà de la violence d'un décès, le fait qu'on aille en Belgique, etc., plus le combat mené par ma mère aussi, c'était un choix qu'elle a fait, mais qu'on a dû aussi supporter. Ouais, voilà, on a dû en supporter les conséquences, a été très dur. Et effectivement, un accompagnement l'aurait peut-être aidé. Donc les proches, au sens de l'accompagnement, et c'est le cas aussi dans ces maisons d'accompagnement, Patrick Hetzel, avant de venir sur l'aide à mourir, qui sera donc pratiquée dans ces nouvelles maisons, mais sur cette approche qui va du psychologique, on va même parfois jusqu'au spirituel, et on tient compte des familles. Est-ce que ça, vous voterez ? Non, mais c'est pour le moment, enfin, vous posez une question délicate dans la mesure où les débats n'ont pas encore eu lieu. Et donc, il y a aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a été dit, y compris par le docteur Lapiana il y a quelques instants, pour le moment, ce qui est prévu dans le texte, c'est que ce sont des décrets qui définiront les modalités de fonctionnement de ces maisons d'accompagnement. Ce que j'ai vu là, par le témoignage du docteur Lapiana, qui pourrait être contre, on voit bien qu'une maison qui permet à la fois le répit des aidants et qui permet aussi à un certain nombre de personnes de trouver évidemment un endroit qui leur permet d'assurer, je dirais, le support quotidien, ça a du sens. Le débat que nous allons avoir dans quelques instants dans l'hémicycle porte justement sur les modalités de tout cela. Déjà, c'est l'assurance maladie qui prend en charge. Ça veut dire que, quelles que soient ces conditions, normalement, cet accompagnement sera possible. Avec la crise de l'hôpital, la crise des vocations, le manque de personnel, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu miroiter de faux espoirs aux familles ?
C'est le risque. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, alors on va aller très vite, la ministre nous dit une centaine de millions. Centaine de millions, vous les divisez par an, sur 10 ans. Par an, mais si vous les divisez par 100 départements, ça fait 1 million par an, par département. Alors évidemment, elle nous indique qu'il y aura une montée en puissance. Donc il faut être très très prudent par rapport à ce que l'on est en mesure d'assurer à travers cela. Et c'est ce débat-là que nous allons aussi avoir, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un dispositif qui est en souffrance, c'est celui des soins palliatifs. Aujourd'hui, il y a des lits qui sont censés être ouverts et qui sont fermés. Aujourd'hui, tous les jours, entre 400 et 500 de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins palliatifs alors qu'ils devraient y avoir accès. Ce chiffre, vous l'avez d'où? Parce que je sais qu'il fait discussion en débat. Il y a une socialiste, Madame Pires-Beaune, qui se réfère à la Cour des comptes et qui dit qu'on n'en est pas à ce manque-là. Attendez, le rapport de la Cour des comptes est très clair. Il dit il y a, pour aller vite, un concitoyen sur 2 qui devrait y avoir accès, qui n'y a pas accès. Donc après, on peut en discuter, mais c'est un vrai sujet. Donc en tout cas, ce sont ces questions-là dont nous allons débattre dans quelques instants. La question des moyens et du renforcement des soins palliatifs est centrale. Le gouvernement a fait le choix de mettre les soins palliatifs en titre 1, c'est déjà tout un symbole, et l'aide à mourir en titre 2. Si le premier titre n'est pas garanti, effectivement sur le territoire, on peut s'interroger sur l'opportunité d'ouvrir un droit à mourir. Non, mais il faut construire. Le témoignage de ma voisine est édifiant à ce titre-là. Il peut y avoir aussi une offre de soins palliatifs qui ne correspond pas aux désirs de certains, sur lesquels les gens ne se projettent pas. Expliquez-nous ça précisément. Parce que le soin palliatif, qui est quelque chose de très hospitalier, très médicalisé, dans lequel il y a quand même une notion de dégradation, parce que la perte d'autonomie des personnes atteintes de SLA, elle est même en soins palliatifs, même si la douleur est prise en charge, même. Et peut ne pas correspondre à la volonté de la personne. Et donc, il faut faire les deux. C'est pas l'un à la place de l'autre. Et sur les moyens ? Et il faut mettre des moyens, mais bien sûr, comme l'a dit mon collègue Patrick Hetzel, il y a une question de montée en puissance, il y a une question d'organisation. Les maisons d'accompagnement, on voit que c'est un modèle qui est intéressant, on le voit avec l'exemple de Gardanne, mais qui va se développer progressivement. C'est un sujet qu'on va mettre dans la société, qu'il faut déployer de façon importante parce que c'est une attente, mais aussi en tenant compte de toutes les autres urgences auxquelles donc c'est la question de l'équilibre qu'on touche là, avec cet accompagnement axé sur l'humain. Est-il conciliable avec l'aide à mourir? C'est la grande question du débat de cet après-midi et des jours qui viendront dans l'hémicycle. Sur le sujet, la ministre de la Santé a sa réponse. Écoutez-la. Si un patient remplit les conditions de l'aide à mourir, si le texte est voté, est-ce que potentiellement un patient peut donc avoir l'aide à mourir dans une maison d'accompagnement? J'ai dit très clairement à Mme Genevard, et je le répète, que la réponse est oui. Jean-Marc Lapiana, je reviens vers vous. Si la loi est votée, est-ce que vous accepterez de pratiquer cette aide à mourir, suicide assisté, d'une personne proche du patient? C'est lui qui s'administrerait la substance létale, ou exception d'euthanasie s'il n'est pas en mesure physiquement de le faire. Est-ce que vous l'appliquerez, cette loi? Non, je crois qu'on ne peut pas poser la question de cette manière-là. C'est trop facile de dire est-ce que vous le ferez ou est-ce que vous ne le ferez pas. On a une de conscience qui vous permet de refuser. C'est trop facile de se retrancher derrière une clause de conscience. Ce qui compte quand même, c'est quand on accompagne quelqu'un, et nous, qu'on soit bien clair, on est un centre de soins palliatifs et on n'est pas ce que vous appelez une maison d'accompagnement, pas de confusion. Nous avons des maladies, des personnes qui ont des maladies très lourdes, et nous avons en permanence 3 à 4 malades qui ont la maladie de Charcot. Ces personnes-là vont confirmer que le moment venu, elles ne veulent pas s'étouffer et qu'elles veulent qu'on les accompagne. Tout le monde a le droit d'avoir cette valeur-là à l'esprit. Ce qui, moi, me surprend et ce qui fait ma dynamique par rapport à ce qui est dit là, c'est que, en fait, à partir du moment où vous calmez les symptômes, à partir du moment où vous accompagnez convenablement ces personnes, elles ne renoncent pas à cette valeur, mais elles sont moins pressées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, à partir
partir du moment où on apporte des soins de qualité, la demande n'est plus la même. Et la plupart, pratiquement tous nos patients vont mourir de l'évolution de leur maladie. Et pour éviter qu'ils s'étouffent quand ils sont à un stade très avancé, bien sûr qu'on s'appuie sur la loi Claeys-Leonetti. Donc, et de dire que les maisons d'accompagnement seront des lieux où on pratiquera le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir, c'est extrêmement dangereux de dire ça. Parce que précisément, parce que, Monsieur Piana, pour bien comprendre, la sédation profonde et continue, c'est aujourd'hui l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Est-ce que on n'est pas déjà dans une forme de continuum vers l'aide à mourir? Je vais dire ça. Je vous explique brièvement. Quelqu'un qui est en fin de vie, l'alimentation par perfusion n'a plus aucun sens. Et on va alimenter même en petite quantité quand c'est possible. La seule chose qui peut maintenir de la vie, c'est l'hydratation. Et on ne dit pas, parce que la personne est en sédation profonde et continue, on arrête tout, on laisse mourir de faim et de soif, ce que les détracteurs disent. Heureusement qu'on a un peu plus d'humanité dans notre manière de fonctionner. Des fois, d'arrêter l'hydratation, c'est insupportable pour les familles et on va continuer. Donc la réflexion, elle ne se réduit pas à ça, elle se réduit à chaque cas. Comment on accompagne la situation pour que la personne puisse mourir dans les conditions les plus convenables possibles de l'évolution de leur maladie, mais ce serait hypocrite de dire que notre sédation profonde et continue n'accélère pas aussi le processus. Et on en est conscient et on l'assume. Mais c'est un travail collégial qui est fait à la fois avec le malade quand il peut s'exprimer, avec la famille ou la personne de confiance, avec une équipe qui a besoin d'avoir un esprit créatif, qui a besoin de travailler dans la conscience et dans la collégialité. Et aujourd'hui, dans les... Monsieur Lapiana, je voudrais vous faire réagir, Roxane Guichard. S'il y avait des soins palliatifs dans tout le pays, accessibles pour tous, c'est ce que disent pratiquement tous les médecins dans ces unités de soins palliatifs, Monsieur Piana comme d'autres, il n'y aurait plus de demande de mort, il n'y aurait plus de demande d'euthanasie. Comment vous réagissez à ça? Vous avez traversé dans votre recherche cette expérience-là avec votre mère. Que fait-on de la volonté de la personne? Je pense que même s'il y avait un centre exceptionnel de soins palliatifs à chaque coin de rue, il y aurait... je pense, on ne sait pas en fait, ça n'existe pas, donc on ne peut pas savoir ce qui se passerait. Mais je pense qu'il y aurait encore toute une partie de gens malades, et pas que la SLA, parce qu'on a tendance à m'opposer que c'est une maladie particulière et que c'est donc du domaine de l'exception, etc., et qu'on ne légifère pas sur des exceptions. Je pense qu'il y aurait quand même énormément de malades. Alors, un nombre petit par rapport au grand nombre de malades, mais il y aurait une portion de la population qui se sentirait violentée et qui, j'ai toujours dit que j'aimais pas l'idée de mourir dans la dignité parce qu'on meurt comme on peut et il n'y a pas de situation digne ou indigne, mais qui considéreraient que leurs conditions à eux sont indignes de ce qu'ils sont en droit d'attendre et de ce qu'on peut humainement leur donner en fait. Donc je pense pas que... Je trouve qu'il y a une limite à ce que monsieur dit. Et ensuite, en plus, la sédation profonde, je pense que beaucoup de gens pourraient témoigner que c'est pas forcément exercer dans des conditions aussi parfaites que dans son endroit, en fait. Quelques jours, voire quelques semaines. Et là, c'est insupportable pour les familles. Ce sont des remontées du terrain. Qu'est-ce que vous répondez, Patrick Hetzel, à Roxane Guichard? En fait, on le voit bien. Je trouve que ce témoignage du docteur Lapiana, il est vraiment très intéressant parce qu'il montre bien qu'il y a un travail là qui est fait en collégialité. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les centres de soins palliatifs, ce que vous voyez, c'est que les équipes, on évoque la sédation profonde et continue, mais ils ont aussi recours à ce qu'ils appellent la sédation proportionnée, c'est-à-dire pour évidemment soulager la douleur et faire en sorte que ça se passe bien. Et je pense que, quand Dr Lapiana, je pense qu'il faut vraiment aussi entendre, parce que eux sont confrontés au grand nombre, c'est-à-dire que 500 personnes, 500 patients présents chaque année dans la maison de Gardanne, ça a du sens. Et donc, notre rôle est de faire en sorte que l'on puisse entourer, accompagner. Et en fait, il faut avoir conscience du fait que créer une sorte de continuum en disant il y a les soins palliatifs... Entre les soins palliatifs et d'accompagnement et l'aide à mourir. Pour moi, il ne doit pas y avoir de continuum. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il aurait dû... j'étais favorable à ce qu'il y ait deux textes. Un texte d'abord sur la question des soins palliatifs, que l'on parle des soins d'accompagnement,
d'accompagnement. Vous vous sentez piégé avec ces deux textes, enfin ces deux piliers dans le même texte? Parce que la philosophie est radicalement différente. D'ailleurs, docteur Lapiana le disait il y a quelques instants. En fait, quand vous regardez cette dynamique qui a été enclenchée autour des soins palliatifs, c'est une dynamique qui justement avait pour objectif de dire personne ne doit mourir dans l'isolement, personne ne doit souffrir et personne ne doit subir d'acharnement thérapeutique. C'était aussi un message porté au corps médical qui, dans certains cas, évidemment, proposait la énième chimio, etc. Et donc, il y a eu un travail considérable fait de ce côté-là. Et ce que nous craignons, il faut bien le dire, c'est que, on se retrouve dans une situation où des concitoyens, à un moment donné, arbitrent en faveur du suicide assisté par manque d'accès aux soins palliatifs. Et ça, ce serait, à mon avis, terrible. Et donc, quelle que soit la position que nous puissions avoir vis-à-vis de la mort administrée, la question centrale reste celle de faire en sorte, et vous y faisiez référence, que les soins palliatifs, eh bien, ça débouche bien sur un droit opposable et qu'on soit sûr que, eh bien, on ait fait le maximum de ce côté. Alors, il faut le dire, un droit opposable qui a été voté. Qui a été voté. Dans l'hémicycle. Tout à fait. Contre l'avis du gouvernement. Voilà, contre l'avis du gouvernement. De toute façon, ce texte dépasse largement les clivages politiques traditionnels. Donc, droit opposable, on verra s'il est effectif, puisque pour l'instant, on en est très loin de la garantie d'accès sur tout le territoire aux soins palliatifs. La question des soignants. C'est ça qui est posé. On sent bien que derrière cette idée d'une incompatibilité entre aide à mourir et soins palliatifs, il y a la volonté des soignants tout simplement de soigner, donc de maintenir en vie et de ne pas donner la mort, serment d'Hippocrate. Qu'est-ce qu'on fait si dans ces maisons d'accompagnement, personne ne veut faire cette loi, l'appliquer et tout le monde se cache derrière ou se retranche derrière la clause de conscience? Mais les maisons d'accompagnement sont un lieu pour délivrer des soins palliatifs dans des situations stabilisées. Le recours à l'aide à condition qu'elle soit évidemment demandée. Tout le monde n'a pas envie de mourir dans ces situations-là. Vous avez évoqué avec des conditions strictes, bien sûr. Si les soignants ne le veulent pas, les soignants, ça sera une démarche volontaire. S'il y a une demande d'aide à mourir, il faut d'abord qu'elle soit vérifiée éligible en fonction des critères. On va aller d'ailleurs les revoir s'afficher pour ceux qui nous suivent, pour qu'on soit plus pédagogique possible. Mais la participation de professionnels de santé à cette demande éventuelle d'aide à mourir ne doit se faire que sur la base du volontariat. Et ça ne peut pas, en aucun cas, être imposé. Donc c'est quelque chose qui est important. Je mesure, ou nous mesurons l'importance que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir sur les professionnels de santé qui seraient dans cette démarche-là. Ça ne peut se baser que sur une démarche de volontariat. Roxane Guichard, au fond, le débat philosophique abyssal, c'est à qui appartient la mort? Est-ce qu'elle nous appartient à nous, individus, personnes privées, ou est-ce que la société ne peut pas être sortie de la question? Je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour pouvoir répondre à une question aussi vaste. Mais vous considérez que la liberté individuelle doit primer? C'est d'abord la liberté avant la solidarité? Que je suis un chevalier de l'euthanasie, alors que ma réflexion, elle est beaucoup plus pertinente que l'on ne pourrait le croire. Non, mais en tout cas, je me suis vraiment posé la question. Je ne sais pas si l'euthanasie est le mieux, je ne sais pas. Moi, j'étais pas de base, j'étais plus pour le suicide assisté, par exemple, qui n'engage pas la responsabilité d'un médecin, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est très complexe. Et je suis justement souvent surprise des gens qui ont des positions très fermes. Alors, le débat commence. Et on voit d'ailleurs que les choses évoluent et que, voilà, on peut avoir des attelages parfois de la droite avec les communistes, contre l'avis du gouvernement. Les choses sont mouvantes. Il y a une exception d'euthanasie à ce stade. On verra si elle est maintenue dans le texte. Pour terminer, je voudrais qu'on rejoigne Clément Perrault, qui suit les débats pour nous. Ils vont reprendre d'ici quelques minutes. Clément, alors que faut-il retenir déjà de la séance de ce matin? Est-ce que des éléments d'amendement forts ont été votés? Alors ce matin, Myriam, les députés ont terminé l'examen de l'article 1, un article qui porte donc sur les soins palliatifs. Le gouvernement, dans cet article, s'engage à la mise en place d'un plan décennal, donc un plan sur 10 ans pour améliorer la qualité des soins palliatifs qui sont aujourd'hui assez disparates selon les territoires en France. Les oppositions ce matin ont ferraillé dans l'hémicycle pour que le gouvernement prenne davantage d'engagements financiers en faveur des soins palliatifs. Et il y a eu un amendement qui a été retenu contre l'avis du gouvernement, un amendement du député communiste
Pierre Dharréville, un amendement qui prévoit de doubler les crédits attribués aux soins palliatifs sur le prochain plan décennal, donc dans les 10 prochaines années. La séance va maintenant reprendre. L'article 2 a commencé à être examiné. Il porte sur ces maisons de l'accompagnement dont vous avez déjà parlé en plateau. Merci beaucoup Clément Peroux, on va suivre ça de très près. Dernier petit tour de table entre les deux députés. Pour l'instant, l'apaisement, la sérénité est largement au rendez-vous. Ça va continuer ? Il faut l'espérer. Enfin, je pense que, quelles que soient nos positions, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est que nous soyons à la hauteur des enjeux. C'est un enjeu considérable. Et, Madame, vous avez parfaitement raison. Personne sur des sujets comme cela ne peut prétendre détenir la vérité. On est bien dans le doute, mais nous essayons de construire, d'échanger, d'essayer de trouver ce qui peut quelque part être considéré comme l'intérêt général. Dans un débat comme celui-là, on mesure l'ampleur des responsabilités. Est-ce que vous vous réservez la possibilité de changer d'avis, pour terminer ? C'est possible. C'est plutôt sur des équilibres, parce que, par exemple, je viens sur le sujet de l'aide à mourir, la question de protéger les plus faibles, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, quel équilibre on fixe pour éviter des dérives, quel équilibre on fixe pour développer les soins palliatifs, et comme l'a dit mon collègue Hetzel, il faut... sur ce sujet-là, avoir des convictions, comme dit le rapporteur, mais pas de certitude. Il faut écouter. Et il y a des choses qui me déplaisent dans ce que j'entends, mais il y a des choses qui m'amènent à la réflexion. Et je pense que on peut en faire un beau débat républicain. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser regagner l'hémicycle. Merci Patrick Hexel, merci Roxane Guichard et merci Nicolas Turquois. Merci également au docteur Jean-Marc Lapiana depuis Gardanne, près de Marseille. Peut-être à bientôt, puisque vous le savez, nous sommes encore en direct pendant 2 semaines. C'est Sébastien Chenu qui préside cette séance. Très bonne séance.